Donald Trump donc sous pression, vous l'avez bien résumé en vue de ces élections donc de mi-mandat à l'automne prochain. Et Sonia Dridi en a parlé il y a un instant depuis Washington. Effectivement, il y a quelques conseillers de Donald Trump visiblement qui lui demandent à terminer cette guerre au plus vite. Nivine Potro, ce sont des informations du Wall Street Journal. Exactement, ils sont de plus en plus nombreux dans l'entourage de Donald Trump à l'inciter à mettre fin rapidement à cette guerre en invoquant plusieurs raisons. La première, eh bien, ce sont les prix de l'essence qui flambent partout dans le monde, mais en particulier aux États-Unis. Le prix du gallon d'essence a augmenté de 30%. 30% en seulement une semaine. Quand on sait que les Américains sont les premiers consommateurs de carburant au monde, eh bien cette augmentation, elle n'est évidemment pas anodine. L'essence aux États-Unis, c'est un peu comme finalement la baguette de pain en France. Quand les prix augmentent, eh bien les Américains se rebellent et ils pointent tous du doigt la même personne, Donald Trump. Les prix sont si élevés, c'est horrible. Parfois, il faut choisir entre l'essence et d'autres choses dont on a vraiment besoin. Le président y est pour quelque chose. Il prend des mesures inutiles avec d'autres pays, ça contribue à l'escalade des tensions. Je pense que tout ça, c'est très certainement lié à la guerre en Iran. Tout ce qui se passe, c'est à cause du président. C'est la deuxième raison invoquée par les proches de Trump pour le pousser à mettre fin à cette guerre. L'opinion publique américaine se fissure et même chez les MAGA, beaucoup expliquent ne pas avoir voté pour cette guerre, ne pas avoir donné leur accord pour que Trump parte en guerre contre l'Iran. Selon les instituts de sondage, entre 60 à 70% des Américains sont opposés à cette guerre et c'est un électeur républicain sur deux qui désapprouve l'action militaire américaine en Iran. Et même parmi les figures républicaines, parmi les parlementaires républicains, eh bien, beaucoup commencent à dire publiquement, eh bien, il faut mettre fin à cette guerre le plus rapidement possible. Car le risque, c'est un revers électoral pendant les midterms. C'est la troisième raison invoquée par les proches du président pour le pousser à se retirer. À 8 mois seulement des élections de mi-mandat, Donald Trump risque gros. Il pourrait perdre la Chambre des représentants, mais aussi le Sénat, voire même faire l'objet d'une procédure d'impeachment, de destitution, si cette guerre s'enlise, mais surtout si les pertes américaines sur le terrain s'accumulent, le nombre de soldats tués notamment en Iran. Autant de raisons qui expliquent pourquoi l'entourage de Trump lui conseille plutôt de communiquer sur ses gains en Iran et de vite sortir de ce piège iranien. Merci Nivine Potros. Mesdames, Messieurs, vous devez savoir que nous sommes en ligne avec New York, oui, New York, outre-Atlantique, avec Romuald Sciorra. C'est le matin à New York, il est directeur de l'Observatoire politique et géostratégique des États-Unis et de l'IRIS. Romuald Sciorra, merci d'être avec nous. Dites, on va regarder le bas de l'écran de LCI. Je ne sais pas si vous pouvez voir LCI de où vous êtes, mais je vais vous le lire. Et si le régime des mollahs ne tombait pas? Romuald, on est obligé d'envisager cette possibilité aujourd'hui. Enfin, on ne peut pas faire comme si on était convaincu que dans 8 jours, c'était terminé. Et si le régime des mollahs ne tombait pas? Et si donc Trump devait rentrer, la magnifique armada devait rentrer aux États-Unis, en quelque sorte bredouille. Quelles seraient les conséquences pour Donald Trump? On est un peu dans quelque chose, mais qui n'est pas si science-fiction que ça, Romuald. Écoutez, non, je ne pense pas que ce soit science-fiction, mais je pense que nous allons assister à une pirouette à la vénézuélienne de la part de Donald Trump. Il s'est lui-même piégé dans cette affaire iranienne et il n'a pas suivi les conseils de son entourage, du Pentagone. Il a voulu absolument obtenir un deal qui, à terme, de toute façon, n'aurait pas pu être aussi bon que le deal de 2015 qu'il a lui-même jeté à la poubelle. Il a déployé une armada du jamais vu depuis 2003. Bref, il fallait bien qu'il justifie tout cela auprès des électeurs MAGA, puisque c'est toujours sa cible
cible principale. Et en parallèle, il s'est pris une gifle le 20 février dernier de la part de la Cour suprême, humilié à la maison, humilié à l'extérieur. Bref, il fallait qu'il prouve qu'il était le boss. Donc, sans aucune stratégie, il est passé à l'action, une guerre inutile et, comme vous l'avez dit, qui visiblement ne peut mener, si ce n'est à une défaite en tout cas, qu'à un retour aux États-Unis bredouille. Quelles sont les perspectives? Continuer à bombarder? Visiblement, le régime des mollahs tiendra. Il faudrait donc déployer des troupes au sol. Et là, c'est évidemment une perspective qui ne peut pas être réaliste. Il y a déjà eu, comme vous l'avez dit, de nombreuses pertes, plusieurs pertes de soldats américains. Si celle-ci continue à augmenter, cela va être catastrophique. Donc, je m'attends personnellement à voir Trump, et d'ailleurs il l'a amorcé hier, à nous faire, comme je disais, une pirouette à la vénézuélienne, du style j'ai obtenu ce que je voulais, l'Iran me mange dans la main, nous avons accès au pétrole, nous avons le deal du siècle, c'est formidable, maintenant on arrête la guerre et on passe à autre chose. Effectivement, comme cela a été très bien dit par l'une de vos invités, nous sommes à quelques mois des midterms. Bon, celle-ci de toute façon s'annonce perdue d'avance, il était quasiment certain que le président perdrait la Chambre, mais ça c'est un petit peu une tradition pour le pays, le parti au pouvoir aux États-Unis avec les midterms. Mais n'oublions pas que l'objectif de Vance et de Trump était probablement de contester le résultat de ces élections. Si l'hémorragie électorale s'il s'agit d'une hémorragie, s'il ne s'agit plus de quelques sièges perdus à la Chambre, mais de dizaines, voire d'une centaine de sièges, le Sénat perdu, il sera beaucoup plus difficile pour eux de contester. Donc Trump a tout intérêt aujourd'hui à faire machine arrière, puisqu'il il fonce vers le mur. Le pétrole, l'essence augmente, ses électeurs se sentent floués par un président qui avait promis de ne pas entraîner le pays dans une de ces guerres style Irak, Iran. Et donc, je suis convaincu que d'ici quelques heures, quelques jours, une semaine, 10 jours au plus tard, Trump va nous annoncer qu'il a obtenu ce qu'il voulait et crier victoire. Merci Romuald. C'est un réquisitoire très sévère. Attention, qui est fondé, qui est solide, etc. Mais c'est très sévère parce que moi, je n'oublie pas ce que je vous ai dit tout à l'heure. J'ai croisé un ancien ministre de la Défense il y a longtemps et qui m'a dit, c'est terrible à dire, mais il fallait y aller. Je sentais que c'était un ministre qui n'aimait pas spécialement Donald Trump, mais il était nécessaire d'y aller. On ne pouvait plus se satisfaire de sanctions économiques avec l'Iran. Il était nécessaire d'y aller. Je devine qu'il n'était pas forcément de gauche. Écoutez, il était pas, il était, oui, plutôt de droite. Voilà. Merci pour vos réactions, parce qu'on a vu que tout le plateau réagissait aux propos de notre invité il y a un instant, qui n'y va pas par quatre chemins. Est-ce que c'est un constat que vous partagez? C'est-à-dire que Donald Trump, finalement, y est allé sans être vraiment totalement préparé et qu'il essaye là de s'en sortir par une pirouette. Oui, parce que si vous regardez la façon dont réagit le régime des mollahs a fait le pari de pouvoir encaisser ces frappes américaines. Et depuis 10 jours, encaisse finalement et montre surtout sa capacité de nuisance, en bloquant le détroit d'Ormuz, en mettant quand même les pays du Golfe, les États du Golfe à feu et à sang. On voit bien que quand même il y a une vraie capacité de réplique des Iraniens qui finalement ont bien compris qu'il fallait faire le pari de la guerre longue et que donc ils envoyaient maintenant moins de missiles, moins de drones, mais peut-être parce qu'ils font aussi le choix de l'économie justement pour tenir sur la durée. Et en face, vous avez un Donald Trump qui n'a pas le temps devant lui, comme on le dit tous sur ce plateau. Il n'a pas le temps, il doit aller vite. C'est pour ça que je rejoins notre invité, parce que je pense qu'en effet, à un moment, Donald Trump va dire... À sa façon, vous voyez, ça y est, j'ai obtenu ma victoire. Ça y est, on a terminé, le nucléaire iranien est éradiqué, les missiles balistiques, la marine est détruite, on peut y aller, c'est terminé, finalement, j'ai bien fait d'intervenir. Sauf que finalement, si on s'arrête là, déjà, on voit bien la réponse de Netanyahou. Lui, il veut continuer le travail et il veut aller jusqu'au bout, il ne veut pas se faire... Oui, mais... Il ne pourra pas, ce sera comme pour, rappelez-vous, pour le mois de juin, il a sonné la réclame. Mais si Trump ne l'emporte pas, en fait, le régime iranien, rien que le fait de tenir, ça veut dire que le régime iranien aura gagné. Je trouve qu'à bien y réfléchir, sur le plan géostratégique, attention, je vais faire comme si j'étais un général à la retraite, invité sur LCI. À bien y réfléchir, les Iraniens sont dans une position qui n'est pas si
inconfortable. Je parle de géostratégie, je ne parle pas des Iraniens qui reçoivent des bombes sur la tête. D'abord, ils mènent une guerre avec les États-Unis qui sont à des milliers de kilomètres de chez eux. C'est dur, c'est compliqué. Voilà, c'est pas le pays voisin. Il faut envoyer, on a vu le temps que ça prend d'envoyer. Deuxièmement, ils ont des opinions publiques occidentales qui sont dans leur confort douillet. Vous allez voir, dès que le pétrole va monter, le gasoil va monter, le carburant, on va se rouler par terre. Les chefs d'État européens vont commencer à flipper. Aux États-Unis, ça va être la même chose. On commence à voir les micro-trottoirs avec des Américains qui voient le gallon de l'essence augmenter. Donc ça c'est après. Donc les Iraniens en jouent. Ils adorent voir ces micro-trottoirs avec les consommateurs dire oh là là, il y en a marre, c'est plus possible, on va pas voter pour lui. Troisième chose, vous parliez tout à l'heure des Sébastien Regnault, des pétromonarchies autour là, qui sont des tours de verre ultra fragiles. Ils se prennent des dizaines et des dizaines de missiles iraniens sur la tête toute la journée. Ils n'osent pas répondre parce que l'Iran c'est un État gigantesque qui peut encaisser des missiles, alors que Dubaï c'est un échafaudage très fragile tout en cristal. On a vu que le Bourj arabe a été, la grande tour de 800 mètres de haut a été touchée, etc. Donc les pétromonarchies n'osent pas répondre. Oui, mais Eric... J'avais troisième truc, voilà. Et puis finalement, et puis il y a les Européens qui sont pas les plus courageux, les plus bellicistes de l'histoire de l'humanité. Donc finalement, les Iraniens, je résume là parce que je vous ai fait une dissertation. Les Iraniens, ils ont des États-Unis qui font une guerre à des milliers de kilomètres de chez eux, des Occidentaux, des opinions publiques qui pensent au prix du gasoil et contre la guerre, des pétromonarchies qui veulent pas qu'on abîme leur joli tour de verre, et puis finalement, et des Européens qui sont trouillards. Et ben finalement, et le rôle de médiateur. Je ne vais pas être d'accord avec vous sur les pétromonarchies. Imaginez, vous êtes les pétromonarchies. Vous avez fait votre business model de dire que vous êtes le lieu le plus sécure au monde. C'est ça que vous avez vendu à la terre entière. En faisant de la défiscalisation, il y a 90% de la population est étrangère. C'est des manias du monde entier. Qu'est-ce qui reste de ce modèle économique ? Donc ça, je vais vous dire un truc, je pense, et c'était le coffre-fort de l'Iran, ils ont tout l'argent des mollahs iraniens, et là ils se sont fait tirer dessus. Vous pensez que ça va être des amis de l'Iran de demain ? Non, c'est fini. Et là il va y avoir une grosse partition, alors je parle sous votre contrôle, sunnite-chiite, et c'est fini. Donc moi je pense que là, la pire erreur de la part de l'Iran, c'est ça. Alors à court terme ça marche, c'est le bordel, ça fait monter le prix du pétrole, mais à long terme... Je voudrais vous entendre là-dessus, parce que attendez, ils s'aimaient pas tellement avant, mais enfin quand même. Maintenant ils détestent. C'est quoi la rue arabe? Alors ça n'existe pas la rue arabe? J'allais dire c'est des marchands. Ils ont un côté commerce, c'est-à-dire qu'il y a un moment les intérêts des uns et des autres vont pouvoir se rabibocher. À Dubaï, je crois que c'est une des plus grandes communautés iraniennes de toutes qui existent aux Émirats. Je veux dire, les Émirats Arabes Unis, c'est le supermarché de l'Iran. C'est-à-dire que tout, à cause des sanctions, comme tout, rien ne va directement en Iran, tout passe par Dubaï avant d'aller en Iran. Donc évidemment, là il y a de la tension. L'Iran était dans un instinct de survie, donc ils ont tapé un petit peu partout à droite et à gauche, mais je suis à peu près persuadé que ça peut se rabibocher. Et les Turcs, et les Turcs. Bon, alors même ça c'est raté, vous allez Erdogan qui a poussé un cri de colère ce matin contre les Iraniens. Ça va se rabibocher. Tous les gens ont été contre la guerre. Il faut se souvenir que quand même toutes ces chancelleries autour étaient contre la guerre. Ils ont fait pression sur Washington pour dire n'allez pas en guerre. Et c'est là où il y a aussi un rapport entre les États-Unis et le reste du monde qui va être un peu distillé, c'est-à-dire que les Américains ne font jamais ce qu'ils disent et ils disent jamais ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais sur quel pied danser avec eux, et donc il y a quand même un petit peu un sentiment de trahison. Juste une question pour. Donc Brunet a raison. Non, mais juste une question pour. Non, oui, moi je serais pour Elisabeth. Non, mais prudent. Pour Elisabeth, juste une question pour Elisabeth. Parce qu'on notre travail. On a la chance. Il commence à poser des questions à notre place. Allez, vous voulez que je m'en aille? On a le droit de poser une question lorsqu'on a une interrogation. Allez-y. On ne sait pas tout. Puisqu'on a la chance d'avoir Elisabeth qui est franco-américaine, et première question, est-ce que tous les Américains avec qui vous échangez par WhatsApp ou au téléphone ou autre sont contre cette guerre? Non. Honnêtement. Deuxièmement, et vous retrouvez les sondages, et deuxièmement, si jamais Trump trouvait une porte de sortie en disant on a eu la victoire qu'on voulait dans quelques jours ou quelques semaines, est-ce qu'il ne passerait pas pour un pleutre auprès de tous les Américains pro-israéliens qui diraient, parce que je suis persuadé qu'Israël n'arrêterait pas,
Tant qu'ils n'ont pas nos objectifs, Alors, je suis persuadé qu'ils pourraient continuer sans les Américains. Ils peuvent pas. Alors, pour le coup, je travaille aussi, surtout sur cette relation États-Unis et Israël, donc je reviens à ça. La première chose, quand même, j'ai regardé les sondages aujourd'hui, et oui, la majorité... Alors, moi, je fais la différence. Ils sont contre la guerre, ils sont aussi contre les mollahs à grande majorité. Donc, c'est pas l'opinion américaine. L'opinion américaine. Donc, c'est pas une opinion où on trouve un peu en Europe, où il y en a quand même quelques-uns qui sont pour les mollahs. Ils sont contre cette guerre, mais ils sont aussi contre le régime iranien, il faut le dire. Parmi les républicains, je crois qu'il y a 65% quand même qui soutiennent la guerre. C'est quand même une majorité, donc il faut le dire. Après, tout le monde n'a pas voté pour Trump, donc ça explique les autres statistiques. La deuxième chose, effectivement, il faut qu'il trouve une victoire, parce que il est aussi divisé dans son camp. On se souvient de Lindsey Graham, qui a toujours été contre l'Iran, de Marco Rubio, et J.D. Vance, qui fait partie de ces MAGA anti-interventionnistes, populistes, anti-Israël un peu aussi. J.D. Vance, le vice-président, on le voit pas. Hein. Non, mais justement... Discrétion, alors, pas un mot. Hier, un article dans The Atlantic, l'humiliation de J.D. Vance. C'est-à-dire, cette intervention révèle quand même que ceux qui sont plutôt gagnants dans cette guerre, c'est les Graham, c'est les Marco Rubio, et il faut pas oublier que 2028, donc la prochaine présidentielle, ça risque d'être Vance contre Rubio. Et s'ils gagnent dans cette guerre, même si c'est pas une vraie victoire, mais qu'ils arrivent à le montrer quelque chose, c'est probablement Rubio et toute cette partie, on va dire, plus traditionnelle aussi, républicain qui va gagner. Donc c'est pas aussi simple que ça. Pour la question Israël, non. En mois de juin, c'est très simple. Il voulait aller au bout. Il regrette vachement de ne pas avoir pu aller au bout. Ils voulaient tuer, enfin ce qu'ils ont pu faire le premier jour, tuer Khamenei, et c'est les États-Unis qui ont sonné un peu la fin. C'est ce qui arrive beaucoup en ce moment, que ce soit le bord de la paix ou autre, quand Trump dit stop, pour plein de raisons, ils sont un peu obligés d'obéir, y compris la protection et la défense du pays. Didier, je passe, j'ai juste une question pour Didier et Jadi. Elle n'est pas pour vous la question. On va voir, on va poser une question, on va voir vraiment quels sont ceux qui sont en accord avec ce que vous pensez, vous, le réfugié politique iranien qui rêve que cette intervention militaire aille jusqu'à son terme. Vous allez voir ma question. Si, écoutez bien les amis, si, dans les prochains jours, les Américains et les Israéliens neutralisent le potentiel nucléaire militaire iranien, s'ils trouvent les 400 litres d'uranium enrichi qui permettent de fabriquer les 11 bombes atomiques, voilà, s'ils les détruisent et les neutralisent, et puis s'en vont derrière, sans avoir forcément changé le régime. Est-ce que votre regard changera sur cette intervention que vous êtes tous quasi unanimes à condamner, si les Américains ont fait le boulot et ont neutralisé le pouvoir toxique de la République islamique d'Iran à fabriquer dans les prochaines années une bombe atomique? Vous regarderez peut-être les choses différemment. S'ils obtiennent ces objectifs, alors là, c'est le plus bel objectif. C'est-à-dire que là, ils auront tout gagné. Ah ben oui, parce que c'est ça le problème. C'est ça le cœur du problème. Mais même pour les Iraniens, c'est le cœur du nucléaire de leur indépendance nationale. Vous prenez ça, ils n'ont plus d'indépendance nationale, donc finalement, ils sont ouverts à tous les vents. Et c'est ça le truc, c'est qu'en fait, je crois pas. Enfin bon, moi, vous savez, je suis chercheur, donc j'ai un peu les pieds sur terre. J'essaye de démêler le vrai ou du faux, et j'essaye d'aller vers un peu la recherche de la vérité. Je vois vraiment pas comment ils peuvent trouver. Alors, parce que si ils mettent un pied à terre, par exemple, mais ils vont se retrouver avec des colonnes, des colonnes d'Iraniens qui vont défendre. C'est le trésor, pour l'Iran. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qu'ils vont lâcher comme ça. Et donc, moi, je pense que ça va être difficile. Emmanuel Siora, vous qui êtes aux États-Unis, dites-nous, est-ce que, alors c'est difficile de parler de l'opinion publique américaine parce qu'on a bien conscience que c'est très divisé, mais est-ce qu'on commence à avoir peur d'une guerre sans fin? Est-ce que le mot bourbier, par exemple, commence à apparaître? Oui, c'est Romuald, pas Emmanuel, mais c'est pas grave. Oui, écoutez, le bourbier, effectivement, c'est un mot qui revient. Alors aujourd'hui, je suis une fois encore d'accord avec ce qu'a dit votre invité précédemment. Une partie de l'opinion américaine soutient Donald Trump. S'il s'en sort par une pirouette, en clamant victoire et en brandissant plus ou moins un accord d'ici quelques jours, il y aura quand même des pertes au sein de son électorat, mais cela devrait glisser sur lui. N'oublions pas que nous sommes à quelques mois du 250e anniversaire des États-Unis, qu'il y aura
aura sans doute une opération ou quelque chose concernant Cuba, et que si Cuba tombe d'ici là, la déroute entre guillemets ou l'échec potentiel du l'Iran sera oublié. Par contre, effectivement, aujourd'hui, on parle de potentiel bourbier. Les Américains sont très inquiets et une fois encore, cette guerre est très impopulaire. Donc c'est pourquoi Donald Trump cherche une sortie de secours au plus vite. Un dernier mot, ce qui a été dit sur Rubio-Vance est également très juste. Nous sommes en train d'assister aujourd'hui au début de la campagne présidentielle américaine et il y a effectivement deux fractions chez les républicains, les faucons, style Rubio. Donc si Trump arrive à se sortir la tête haute de ce conflit, ce sera un bon point pour Rubio. Et il y a les isolationnistes avec J.D. Vance en tête qui évidemment étaient opposés à ce conflit et qui pourraient jouer par la suite sur une potentielle, comment dirais-je, lassitude des Américains et surtout sur une déception de l'opinion américaine suite à ce conflit. Ouais, et là, c'est là qu'on se dit que le peuple iranien, il est bien loin de toutes ces considérations. C'est ça, mais c'est ça. Oui, mais permettez-moi de dire qu'avec un certain nombre de points de vue présentés ici, je suis en désaccord. Parce que, je ne vois pas les signes de faiblesse qui nous permettent de dire que les Américains, ils veulent s'arrêter immédiatement. Et pas encore. Oui. Non. Ils continuent à renforcer leur arsenal. Ils cherchent effectivement à taper sur le régime iranien. Mais vous avez vu que les objectifs de guerre énoncés aujourd'hui, il y a quelques minutes, par Pete Hegseth, ils ne parlent pas du régime iranien. Oui, mais ça a été toujours aléatoire, si vous voulez. Dans la communication américaine, il y a toujours des trous. Donc, mais c'est pas leur objectif. Non, c'est pas leur objectif. C'est que le nucléaire. Malheureusement. Attendez. Et donc, les objectifs qui ont été annoncés, cela n'est pas encore abandonné. À la fois les missiles, est-ce que c'est réglé ou pas? Non. Est-ce que les Israéliens sont d'accord? Éventuellement, non. Est-ce que les Iraniens eux-mêmes sont d'accord ou pas? Non. La question des 400 kilos, comment les récupérer? Mais également, enfin, avec ce régime-là, et les survivants de ce régime-là, vous pensez que ce régime-là va être d'accord avec, effectivement, pour abandonner le projet nucléaire du régime iranien? Non. Donc, les Américains, à mon avis, sont obligés. Ce n'est pas une victoire du tout pour dire qu'on a tué Khamenei et bon, maintenant ça se termine et on s'en va. Non, c'est pas comme ça là. Moi, je ne vois aucune faiblesse à ce niveau-là pour le moment. Peut-être que je suis optimiste, bien évidemment. Je suis également réaliste. Je vois également les dangers, les risques, bien évidemment. Mais n'oublions pas ce qui est absolument important, si vous voulez. Moi, je pense qu'effectivement, les Américains, ils ont intérêt à aller jusqu'au bout, c'est-à-dire renversement de ce régime-là, même si cela n'a pas été évoqué dès le départ. C'était le départ, c'était les 400. Mais ils étaient obligés, puisqu'ils ont commencé cet engagement-là. Et avec les Américains également, des Israéliens, et aussi une volonté de la part du peuple iranien pour aller dans ce sens-là. Malgré quitte à foutre l'économie mondiale par terre. Mais non, quitte à foutre. Mais l'économie mondiale, mon ami, l'économie mondiale, le pétrole, etc., c'est déjà effectivement perturbé par ce régime-là. Comment ça se fait qu'on ne voit pas... Le détroit d'Ormuz n'était pas fermé. Et puis là, comment vous pouvez accepter un État qui arme des proxys avec des missiles, les Houthis ont des missiles. Comment vous pouvez... C'est un État terroriste, vraiment. Vous avez raison quand vous dites on ne peut pas faire la guerre à toutes les dictatures du monde, il y en a plein. Enfin, c'est une dictature très particulière. Et le Soudan Et le Soudan Il faut aller également. Et le Soudan? Il faut aller au Soudan? Il faut aller en Corée du Nord? Il faut aller en Russie? Il faut aller... C'est pas la même chose. Puisque Pete vous êtes d'accord avec le régime iranien ou pas? Non. Et dans le même temps, l'Iran continue ses frappes sur le sol israélien. Donc on rejoint tout de suite Betsabé Salem, notre correspondante, parce que vous êtes au centre, vous, d'Israël, et vous avez vu ces missiles qui continuent de s'abattre sur le pays. Oui, alors on est dans le centre. Il y a eu une sirène, effectivement, il y a une demi-heure, une heure environ. On a dû se mettre à plat ventre avec Liat Lerner, la caméraman. Et surtout, on voudrait vous montrer un débris typique de missile. Alors celui-là, il est plus qu'un débris. C'est véritablement
le corps d'un missile. On va vous montrer la longueur. C'est vraiment impressionnant. Il ferait au moins 7 mètres, a priori. Regardez ce missile qui a été retrouvé le 6 mars, donc c'était vendredi dernier. C'est un missile iranien qui a été intercepté dans le ciel, et évidemment il y a des énormes bouts, soit d'ogive, soit le corps du missile, le fuselage véritablement du missile qui est retombé. Nous sommes dans une zone inhabitée, mais imaginez le genre de dégâts matériels et surtout potentiellement meurtriers. Regardez, on voit combien il a été arraché par l'interception de la défense israélienne. Ces bouts de métal, d'aluminium, alors je suis pas une experte, mais tout ça, a priori, on est devant un débris qui fait au moins 300 kilos. Imaginez la force quand un fragment de missile comme ça tombe avec bien sûr une force très violente, une vitesse très rapide du ciel. Imaginez le genre de dégâts. Alors là, nous nous trouvons quand même dans une zone inhabitée, mais il y a l'autoroute à environ 50 mètres, et c'est pour ça qu'on demande systématiquement aux Israéliens, même quand les sirènes ont fini de résonner, même quand il y a eu une interception, de rester de longues minutes dans les abris, puisque de longues minutes plus tard, il peut y avoir ce genre de débris qui peuvent tomber. D'ailleurs, même s'ils sont plus petits que ça, ils peuvent être meurtriers aussi. Effectivement, c'est extrêmement impressionnant. C'est dingue. Incroyable. Grâce à vos Merci images, d'être savé. effectivement, Incroyable. bien le danger qui règne donc sur Israël. Merci d'avoir été si pédagogique. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir été en direct encore une fois dans notre émission. Merci à tous d'être venus. C'est fini déjà Ben oui, c'est déjà fini. Ça passe vite.